Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence La Gaule plurielle, regard croisé sur les Gaules romaines du Nord et du Sud, qui nous sera notamment présentée par Vivien Barrière, donc, qui est à mes côtés et qui est maître de conférence en histoire et archéologie à Cergy Paris Université, ainsi que responsable du master Histoire, Civilisation, Patrimoine de cette même université. Donc cette présentation, elle s'inscrit notamment dans le cadre de notre exposition Gaulois mais romains, qui est organisée en partenariat avec le Musée d'archéologie nationale et qui présente une certaine vision donc, des Gaules du Nord. Donc je vous invite à aller voir cette exposition si ce n'est pas déjà fait. Et cette Gaule du Nord, on a généralement tendance à l'opposer donc à la Gaule transalpine puis narbonnaise, donc, qui est devenue province romaine plutôt vers moins 120 avant Jésus-Christ. Et la question, du coup, c'est de savoir s'il existe réellement des différences concrètes entre ces deux territoires, et s'il existe des différences, quelles sont-elles, ou alors si seulement c'est une distinction en fait, qui est fondée sur un écart chronologique sur la conquête. Donc je vais maintenant laisser la place à Vivien Barrière donc, pour répondre à toutes ces questions. Et après cette présentation, on aura un petit temps d'échange où je pourrai notamment vous passer le micro pour que vous puissiez à votre tour lui poser des questions. Donc juste avant de commencer, je vous demanderai de faire attention de mettre bien votre téléphone en mode silencieux. Et du coup, je vous souhaite une bonne présentation. Merci tout d'abord au Musée de la Romanité pour son invitation et merci à vous pour votre... Comme vous l'avez dit, on oppose souvent en France deux Gaules romaines, celle du Sud donc conquise dans les années 120, qui s'appelle d'abord la Transalpine, puisqu'elle est de l'autre côté des Alpes, du point de vue qui s'appelle la Narbonnaise, et puis la Gaule du Nord, qui n'est pas toujours au nord, qui est cette autre Gaule, celle qui est conquise par Jules César dans les années 50 avant notre ère. L'intérêt de cette conférence, c'est de revenir sur la validité ou pas de cette opposition, qui est une opposition qu'on retrouve également scientifiquement. Il est très fréquent que ce ne soit pas du tout les mêmes historiens ou les mêmes archéologues qui travaillent sur les espaces septentrionaux et puis les espaces méridionaux. Quand on pense aux monuments antiques gallo-romains, on pensera très souvent au théâtre d'Orange, à Arles, le théâtre, l'amphithéâtre, évidemment à Nîmes, les arènes, la maison carrée en premier lieu. En tout cas, en premier lieu, nous penserons à la Gaule du Sud. Une des questions qui se pose, de la Gaule dans ce long processus de romanisation des territoires. Donc depuis la conquête par Jules César, au milieu du 1er siècle avant notre ère, jusqu'à la partie des Sévères, donc dans 90-230 de notre ère. On va revenir sur ces qu'on appelle monde gallo-romain. Est-ce que c'est plus lent ou est-ce que c'est au contraire un processus brutal, imposé, rapide? Et pour explorer cette question, il faut d'abord lever un certain nombre de malentendus qui touchent les deux notions qui composent l'expression gallo-romain. Gaule, ce mot est le nom d'un espace géographique qui paraît clair. La Gaule, très bien. Le second mot, romain, est un adjectif qui, lui, est formé sur le nom d'un autre espace, tout à fait distant et tout à fait distinct, une ville du Latium, qui s'appelle Rome. Et avant donc de tâcher de cerner ce que recouvre l'expression Gaule romaine, qui juxtapose ces deux termes, on va commencer par s'arrêter, merci, sur le premier des deux, qui n'est pas du tout évident. On définira la Gaule comme le nom du territoire qu'occupaient jadis des habitants qui s'appelaient les Gaulois. Tout le monde sera d'accord avec ce propos qui paraît relever de l'évidence.
un propos qui laisse penser que la Gaule était un territoire bien défini et habité par un peuple unifié, ce qui n'est pas du tout le cas. La faute à qui? Vous avez son nom à l'écran. Jules César, donc je le rappelle, proconsul de Gaule cisalpine, de Gaule transalpine et d'Illyrie à partir de 58 avant notre ère, c'est-à-dire qu'il est le gouverneur de ces 3 provinces romaines situées au nord de l'Italie. Au début de la guerre des Gaules, livre 1, premier paragraphe, première phrase, une phrase anodine. Donc toute la Gaule est divisée en 3 parties, dont l'une est habitée par les Belges, l'autre par les Aquitains, la troisième par ceux qui dans leur langue se nomment Celtes et dans la nôtre Gaulois. Donc cette phrase anodine par laquelle César débute son récit des opérations militaires qu'il a menées de 58 jusqu'à 51 avant notre ère est tout sauf une simple introduction, c'est tout sauf une phrase creuse. Et tout le talent de César, qui est un excellent militaire, mais qui est aussi un excellent écrivain, est présent dès ses premiers mots. César a un art discret, quasiment invisible pour celui qui ne s'en méfie pas, de la déformation des faits. Il déforme les faits pour ne pas avoir à mentir, puisque c'est facile d'opposer les vérités à celui qui ment, mais il déforme les faits pour les rendre conformes à la présentation qu'il souhaite donner aux faits. Et cette présentation qu'il souhaite donner doit conférer une image favorable aux actions qu'il a entreprises entre 58 et 51 au nord des provinces dont il était responsable. Donc ce livre, La guerre des Gaules, est tout sauf un livre d'histoire qui aurait été écrit pour laisser un témoignage, pour laisser une trace à la postérité. Ce n'est pas du tout le livre du vainqueur qui souhaite raconter l'histoire de la conquête par vanité. D'autres l'ont fait, hein. Cicéron écrit un poème sur son consulat. Là, on est sur tout à fait autre chose. Le texte écrit par César est un texte écrit pour ses contemporains romains, pour se défendre d'accusations qui sont portées quotidiennement par ses adversaires politiques. Donc c'est les partisans de Pompée, ce sont des gens comme Caton le Jeune, qui sont ses adversaires acharnés. Et César a besoin donc de justifier ses actions, et il a besoin de justifier ses actions parce que ses actions avaient besoin de l'être. Pourquoi? Essentiellement parce que César, proconsul de Gaule cisalpine, Gaule transalpine et d'Illyrie, ne passe pas beaucoup de temps dans les provinces dont il est le gouverneur, et qu'il est au nord de ces territoires, c'est-à-dire en dehors des territoires sur lesquels il a un mandat, il est en dehors de ces provinces avec les légions que le Sénat lui a conférées pour protéger ces provinces. Donc toutes les actions que César mène en dehors de la transalpine, c'est-à-dire la Gaule du Sud, de la Gaule cisalpine, l'Italie du Nord, et de l'Illyrie, c'est-à-dire le nord des Balkans, toutes ces actions-là sont potentiellement frappées du sceau de l'illégalité. Donc le texte qu'écrit César est vraiment un texte de combat qu'il écrit pendant les campagnes militaires, parce que se mène une double bataille. Évidemment, César et ses troupes combattent contre un certain nombre de peuples gaulois, mais ses adversaires les plus acharnés sont sans doute ceux du Sénat à Rome. Donc la description qui est donnée de la Gaule est aussi limpide que fausse. César présente une Gaule tripartite, donc les Belges en Belgique, les Aquitains en Aquitaine, et puis donc cette Gaule habitée par des Celtes qui sont des Gaulois, et ce serait la même chose. C'est évidemment problématique. Pourquoi un territoire qui s'appelle la Gaule n'est pas peuplé de peuples qui s'appellent tous les Gaulois, et pourquoi c'est seulement un tiers de ce territoire dont les habitants s'appelleraient les Gaulois?
Et César oublie au moins, enfin tout à fait volontairement, 2 espaces gaulois dans sa définition de la Gaule en 3 parties. Il oublie la Gaule cisalpine, donc un espace autour de la plaine du Pô, au nord de l'Italie, province romaine dont il est le gouverneur. Il oublie la Gaule transalpine, donc le sud de la France, la région PACA-Languedoc-Roussillon, pour aller vite, province romaine créée à partir de 120 avant notre ère. Pourtant, ces territoires-là, même s'ils sont devenus des provinces romaines, la Gaule cisalpine et la Gaule transalpine, les habitants, une fois que c'est devenu une province romaine, n'ont pas cessé d'être des Gaulois. Mais César crée l'illusion donc d'un territoire cohérent, cette Gaule en 3 parties, qui se distingue des provinces romaines de Gaule et qui se distingue également de la Germanie, espace qui serait quant à lui peuplé de Germains par définition. C'est dans la 2e partie de la phrase. Ces nations diffèrent entre elles par le langage, les institutions et les lois. Les Gaulois sont séparés des Aquitains par la Garonne, des Belges par la Marne et la Seine, voisins des Germains qui habitent au-delà du Rhin. Donc là aussi, c'est assez satisfaisant pour un lecteur français. Oui, le Rhin est une frontière naturelle entre les Français et les Allemands, donc entre les Gaulois et les Germains, ça coule de source. Évidemment, là encore, il n'en est rien. Donc quelques rappels s'imposent, mais qui sont nécessaires. D'abord, tous les Celtes ou Gaulois, puisque César prétend que c'est la même chose, ne sont pas des ennemis de Rome, ne sont pas des ennemis de César. Certains sont des alliés. Les Rèmes, du côté de Reims, les Trévires, du côté de Trèves, les Atrébates, un certain temps, les Éduins, du côté de Bibracte, donc en Saône-et-Loire actuelle, sans parler évidemment de tous les peuples gaulois de la province romaine de Gaule transalpine, comme les Volsques, ou comme ce noble gaulois dont on a conservé le mausolée, le cénotaphe, puisqu'en réalité son corps n'est pas là, à Glanum, donc quelqu'un qui est devenu romain sous le nom de Caius Julius, ce qui permet de comprendre à quelle période il a reçu la citoyenneté romaine, après avoir servi comme officier aux côtés des légions du proconsul. Donc ce dénommé Caius Julius, pour qui ses fils érigent un tombeau à l'époque augustéenne, et quelqu'un donc, qui a reçu la citoyenneté romaine, ce qui signifie qu'auparavant c'était un glanique, quelqu'un qui appartient à la confédération des Saliens, donc de ces peuples gaulois du sud de la Gaule. Donc tous les Celtes ne sont pas des ennemis de César. Et deuxième point important à rappeler, il y a des Celtes, évidemment, hors de ce que César appelle la Gaule. Évidemment des Celtes en dehors de la Gaule, on va dire au nord de l'Italie, mais aussi par exemple en Britannia, la Grande-Bretagne actuelle. On retrouve d'ailleurs des noms de peuples gaulois de France actuels au nord de l'Italie comme au sud de l'Angleterre. Il y a des Sénons dans les 2 cas, il y a des Atrébates, il y a des Parisii, voilà, en France comme en Angleterre ou en Italie du Nord. Donc César dessine avec cette Gaule tripartite des frontières qui n'ont pas toujours de réalité et qui n'ont même pas souvent de réalité. Par exemple, le Rhin, qui séparerait les Gaulois des Germains. En réalité, il y a énormément de Germains, des Suèves et leur roi Arioviste, qui sont installés sur la rive gauche du Rhin, c'est-à-dire à l'ouest et au sud du Rhin, depuis déjà des décennies, du côté des Séquanes, dont la capitale est à Besançon. Donc il n'est pas vrai que le Rhin soit une frontière, puisqu'il y a des Germains au sud. Ce qui est vrai, c'est que César n'a pas durablement mis le pied
outre-Manche et outre-Rhin. Il l'a fait, et il est le premier Romain à avoir en armes avec ses armées effectivement traversé ce cours d'eau, enfin ce fleuve ou ce bras de mer. Mais il n'a pas solidifié, consolidé sa conquête dans ces deux espaces. Donc cette définition tripartite de la Gaule, c'est une définition qui donne a posteriori une cohérence à la conquête que Jules César a menée au gré des aléas, des réussites et du temps dont il dispose. L'agenda politique de César ne se passe pas en Gaule, mais se passe du côté de Rome. Et ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir retourner à Rome pour pouvoir briguer à nouveau le consulat sans avoir été déclaré ennemi public par ses adversaires d'ici là. Toute sa préoccupation est là. Et non pas d'achever la conquête d'un territoire cohérent. Il ne faut pas qu'il soit entravé par ses opérations militaires pour pouvoir revenir à Rome. Donc la définition de la Gaule de César, elle n'aide que César, elle a été construite par lui-même pour présenter sa conquête comme cohérente, mais cette définition n'aidera pas celui qui s'intéresse aujourd'hui à ce qu'était la Gaule, puisqu'on ne peut pas s'appuyer sur elle. Bon, voilà pour la Gaule. Pour le côté romain. Alors, que signifie être romain? Donc, en français, c'est ce qu'on appelle la romanité. Comment devient-on romain? Ça, en français, c'est ce qu'on appelle la romanisation. Or, si on revient très rapidement sur ces termes, enfin, romanité en tout cas, ce n'est pas de la provocation, mais la romanité est un mot qui n'existe pas, ou quasiment pas, à l'époque antique, il n'y a qu'une seule attestation. Ce n'est pas un terme latin. C'est un terme qui est signifiant pour nous et qu'on a construit pour désigner ce que c'était qu'être romain et qui est bien délicat à définir. Quant à la romanisation, c'est ce qu'on appelle donc devenir romain, ce qui n'arrange rien puisqu'on n'a toujours pas défini ce que c'était être romain. Mais c'est un terme très récent, lui aussi, qui est forgé au XIXe siècle, le mot romanisation, qui a été utilisé par plusieurs historiens fondateurs de l'histoire romaine, dont vous avez le nom à l'écran, comme Mommsen, notamment, un des pères de l'histoire romaine, et puis du côté des Anglais, Haverfield, ou du côté des Belges, Franz Cumont, qui ont utilisé cette notion de romanisation. C'est une notion qui a beaucoup évolué au fil du temps et qui génère de nombreux contresens. Alors quels sont les principaux problèmes autour de ce mot? C'est un terme qui peut déboucher sur un risque de lecture romano-centrée de l'histoire, comme si l'histoire naissait à Rome et puis qu'elle se déployait en fonction à mesure que les légions romaines se déployaient en direction du nord. Or, l'histoire romaine n'est pas, comme aucune histoire, n'a pas de mouvement linéaire et inexorable. Il n'y a pas un mouvement d'intégration programmé et complet des populations à la civilisation romaine qui aurait eu vocation à s'étendre. Ça, c'est ce que raconte Virgile quand il raconte que c'est le grand plan de Jupiter, mais ce ne sera pas le point de vue retenu par les archéologues ou les historiens. Les premiers historiens à avoir utilisé ce concept de romanisation insistent énormément du coup sur les aspects positifs de la romanisation, sur la supériorité de la civilisation romaine, supériorité militaire, supériorité technologique, intellectuelle, économique, architecturale, et elle implique, qu'on le veuille ou non, un mépris ou un désintérêt en tout cas des sociétés indigènes qui ont été vaincues par Rome et qui, hélas pour elles, n'ont pas laissé d'écrit, ce qui se retourne contre elles. Le problème de cette vision, c'est qu'elle étouffe en réalité les possibilités de faire vraiment l'histoire de ce phénomène. Et c'est une vision qui est très influencée par les idées contemporaines. C'est une vision qui naît à un moment où on est à
à plein dans la colonisation, donc en Angleterre, en Belgique, en France, etc. Et l'œuvre civilisatrice de Rome face à la barbarie, il y a un parallèle évident avec la colonisation des puissances occidentales qui est menée simultanément. Donc on a toute une série de clichés qui sont liés en fait à l'époque dans laquelle ce concept a été utilisé. Ces clichés, on va les retrouver a fortiori dans la manière dont on enseigne cette période aux enfants. Par exemple ici dans ces manuels du début de la Troisième République, où vous avez la Gaule indépendante, les druides, etc. Et un petit texte qui résume l'essentiel. Donc il y a évidemment un aspect moral très fort dans tous ces manuels de la Troisième République, hein, c'est l'esprit de la revanche qui prédomine. Les guerres intestines qui ont miné le pays depuis toujours, alors il y a les guerres de religion bien sûr, mais encore avant les Gaulois, ces querelleurs, la désunion affaiblit et condamne la nation. C'est ça le message. On rappelle que le Rhin est la limite naturelle de la France, ce qui est tout à fait cohérent avec l'anti-germanisme de la revanche. Et on peut s'appuyer sur le texte de César pour justifier que le Rhin est la limite entre les Germains et les Gaulois, même si je vous ai expliqué qu'il n'en était rien. Donc cette vision de la conquête romaine de la Gaule est tout à fait particulière parce que finalement elle est présentée par les manuels comme un mal pour un bien. Finalement, il valait mieux la lumineuse Rome, la civilisation, plutôt que les Germains, ces Allemands belliqueux et barbares qui se sont emparés d'une partie des territoires de la France. Donc cette romanisation, même si elle est consécutive de défaites militaires des Gaulois, elle est souhaitée finalement, car elle est bénéfique. Idée qui est fondée sur la supériorité du modèle romain, et c'est très clair, hein, le romain est au-dessus, il triomphe, le gaulois est en dessous et il baisse la tête. Il y a une plaque qui est tout à fait intéressante si vous prenez le train pour aller à Alésia et que vous descendez à la gare de Vénaré-les-Laumes, qui est la gare la plus proche du musée au parc Alésia. Cette plaque a été posée en 1949, donc sur les lieux de la bataille d'Alésia. Cette défaite qui a permis à la Gaule finalement d'entrer dans une phase de progrès, puisque c'est comme ça qu'on présentait les choses. Et c'est vraiment caractéristique des contorsions de la mémoire. Sous Napoléon III, il y a une statue qui célèbre Vercingétorix, qui est élevée à Alésia, à l'endroit même où il a perdu. Et ce que la plaque explique, c'est qu'en réalité, Vercingétorix n'est pas un loser qui a perdu, mais celui qui a sauvé l'honneur. Il fallait qu'il perde, car Rome a sauvé la Gaule des Germains pendant 3 siècles. Ce que vous lisez en dessous, hein, unie, défendue contre les invasions germaniques, ouverte aux lumières de la Grèce et de Rome, elle a connu 3 siècles de paix. Donc on a encore en 1949 hein, tout ce sentiment anti-allemand qui est très présent, puisque l'allemand envahisseur, ce n'est pas un souvenir lointain à cette époque-là. Et donc derrière ce type de manière de revisiter l'histoire, on observe l'idée que la Gaule est l'ancêtre direct de la France. Vous avez tous entendu parler donc du fameux thème « Nos ancêtres les Gaulois », qui n'a évidemment aucun fondement scientifique, mais qui est un moment de l'histoire où on découvre des ancêtres pour la nation française plus anciens que les ancêtres mérovingiens, que les nobles s'étaient choisis, les Gaulois étant d'excellents ancêtres pour le tiers-état. Bon, on peut se demander pourquoi ce seraient les Gaulois nos ancêtres, et non pas les populations qui les ont précédés, ou les populations qui les ont suivies. Mais il est sûr que les Francs sont des Germains, et donc des barbares germaniques ennemis de Rome, peut-être un ancêtre moins souhaitable, moins désirable à cette période-là. Il existait pourtant des populations antérieures aux Gaulois de l'âge du fer dans le territoire qui s'appelle
aujourd'hui la France. Nos ancêtres les Gaulois sont juste les seuls dont César nous donne les noms, mais il en existait d'autres, évidemment, avant ceci. Donc après la Deuxième Guerre mondiale, la romanisation est vue au prisme des nouvelles réalités contemporaines. C'est l'heure de la décolonisation, et on va porter du coup un tout autre regard sur la romanisation. On sort en France d'une longue période d'occupation, les populations ont dû obéir à un ordre étranger qu'elles n'ont pas beaucoup aimé, et du coup la romanisation cesse d'être vue du côté de Rome, mais on va plutôt regarder la romanisation du côté de ceux qui vivent sous le joug romain, et la romanisation est étudiée comme une domination subie. C'est également l'heure de la guerre froide, de la bipolarisation et du refus de Gaulle d'accepter d'être sous l'influence américaine, les nouveaux Romains. Et c'est ce qu'incarne Astérix, une résistance isolée et fantasmée contre ce nouvel ordre mondial. Ces idées qu'on voit dans Astérix sont également, d'une manière générale, reprises donc par les chercheurs qui vont contester les aspects positifs de la romanisation, parallèlement à un moment où on commence à contester le colonialisme européen du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Donc on va mener désormais des recherches sur les résistances à la romanisation, et notamment en Afrique, donc, où, après avoir longtemps dit on faisait un parallèle entre les légions romaines civilisatrices et puis l'armée française en Afrique qui avait pacifié, amené l'eau, généré un certain nombre de progrès économiques qui sont tout à fait indéniables. Mais là, on a porté donc un nouveau regard qui a permis donc des avancées, puisqu'on s'est intéressé à des choses qu'on n'avait pas regardées jusqu'alors, sur des éléments qui étaient occultés par cette vision uniquement positive de la romanisation. Depuis, donc, les chercheurs continuent à travailler. Ils ont dépassé ce stade donc, de la lutte contre la romanisation, puisque la romanisation n'est ni une colonisation, ni une occupation. Beaucoup de collègues rejettent ce terme du fait de tout ce qu'il charrie avec lui, puisque c'est un terme qui a une certaine histoire. Je pense que ce terme peut continuer à être utilisé à partir du moment où on le neutralise, quand on le rend neutre, et qu'on utilise ce terme non pas comme s'il désignait un processus conscient, rapide ou lent, brutal ou consenti, mais si au lieu de le voir comme un processus, on le voit comme une période historique. La romanisation, c'est un moment de l'histoire où le pouvoir romain s'est exercé sur un territoire. Donc là, en l'occurrence, la Gaule. Mais l'Italie a été romanisée, la Sicile, puis la Gaule, etc. Toute une série de territoires. Donc c'est une proposition de Michel Rédé, de considérer la romanisation, je cite, comme un simple moment du temps, celui de la transformation à la fois lente, hétérogène et inégale des sociétés proto-historiques, au contact des nouvelles réalités induites par la conquête romaine. C'est ni bien ni mal, c'est une période, et étudions-la avec le moins d'ornières possible. Alors, les provinces romaines des Gaules, quel est le cadre dont on va parler ? On ne va pas parler de l'Italie du Nord, puisque la Gaule cisalpine, avec César, va cesser d'être une province et intégrer l'Italie. Donc il reste la Gaule transalpine qui change de nom à l'époque augustienne et devient la Gaule narbonnaise, mais c'est bon an mal an le même territoire. L'Aquitaine, qui n'a pas les mêmes limites, puisque c'est plus la Garonne, vous voyez, qui sert de limite entre l'Aquitaine et la Lyonnaise. La Lyonnaise, en gros entre la Loire et la Seine, la Belgique, en gros au nord de la Seine. Donc des provinces qui sont créées à des moments différents de l'histoire, la Gaule transalpine dans les années 120, et puis pour les territoires conquis par Jules César,
Ces territoires n'ont jamais été administrés réellement par César, puisqu'il est reparti à Rome, et c'est Rome qui l'a administré. Et c'est à l'époque augustéenne que les territoires sont vraiment, que l'administration des provinces est installée, avec un découpage de la Gallia Comata, la Gaule celtique, on va dire, conquise par César, en 3 provinces, qu'on appelle parfois les 3 Gaules, avec l'Aquitaine et sa capitale à Saintes, la Lyonnaise avec sa capitale à Lyon, et la Belgique avec sa capitale à Reims, du Rocortorum, du côté des alliés Rème de Rome. Par la suite, à la fin du 1er siècle, donc dans les années 80-90 de notre ère, la Belgique est redécoupée, enfin en tout cas on détache 2 morceaux de districts militaires pour créer une province de Germanie inférieure, une province de Germanie supérieure, mais qui sont toutes les deux sur la rive gauche du Rhin, en Gaule, d'après César. Donc je serai amené à parler de ces territoires qui aujourd'hui sont en Allemagne ou qui sont en Belgique, mais qui sont des morceaux de la Gaule à l'époque antique, même si on leur a attribué un nom, la Germanie inférieure ou la Germanie supérieure, précisément au moment où Rome a décidé de ne pas aller conquérir la Germanie et les peuples germains outre-Rhin, c'est-à-dire sur la rive droite du Rhin. Donc la Germanie inférieure reçoit comme capitale Cologne, et la Germanie supérieure, au sud, Mayence comme capitale. Donc l'idée est de comparer la situation des espaces de Gaule du Nord avec les espaces de Gaule du Sud, même si tout à fait techniquement, la Gaule du Sud étant la Narbonnaise, la Gaule du Nord c'est tout le reste, ce qui signifie que les Pyrénées, le Pays Basque, etc., tout ça c'est la Gaule du Nord, avec cette appellation, ce qui évidemment, vous voyez, est problématique. L'essentiel de mes exemples, je les prendrai du côté de l'urbanisme et de l'architecture publique, mais en réalité, l'enquête pourrait être faite pour l'architecture domestique, sur l'occupation des campagnes, sur la céramique, les pratiques d'alimentation, les pratiques religieuses, c'est-à-dire sur tous les aspects de la vie des populations antiques. Donc je prendrai 3 séries d'exemples. L'exemple des villes fortifiées, des fortifications urbaines. Je comparerai 2 villes qui peuvent prétendre au titre de sœurs de Rome ou de filles de Rome, Nîmes et Autun. Et puis, je donnerai quelques exemples de spécificités régionales, c'est-à-dire des types architecturaux qui sont différents selon qu'on se trouve plutôt au sud ou plutôt au nord des Gaules. La comparaison n'est pas du tout un exercice artificiel, hein. C'est vraiment un processus intellectuel qui est au fondement méthodologique de l'archéologie. Bon, les archéologues disent pas tellement comparer, ils disent plutôt mettre en série, mettre en parallèle, mais c'est un travail qui permet de mettre en évidence des rapports de ressemblance et de dissemblance entre des éléments distincts, et qui permet justement de mieux les comprendre par la confrontation aux autres cas. Alors, je commence par évoquer le cas des villes fortifiées, des grandes villes fortifiées. Je ne parle pas des villes indigènes plus petites qui peuvent tout à fait être fortifiées également, mais pour me concentrer sur les plus importantes. Pourquoi ? Parce que l'enceinte urbaine, être entourée de murs, ça confère aux villes une forme d'autonomie, puisque la ville elle est en mesure d'ouvrir ou de fermer ses portes à ceux qui se présentent devant ces murs. C'est donc une forme de pouvoir. De fait, aucune cité de l'Empire romain ne pouvait élever de remparts sans avoir eu l'autorisation du pouvoir central. Si le pouvoir central vous accorde l'autorisation de vous entourer de murs, c'est qu'il a confiance en vous, c'est que vous faites partie des fidèles, et donc on vous autorise à vous enclore. Ce n'est qu'une partie, mais c'est la première partie qu'on voit de la parure monumentale qui témoigne donc, c'est une sorte de vitrine du nouveau Roman Way of Life qui arrive donc à partir de la période de la romanisation.
Il y a des cas où on construit des villes nouvelles, il y a des cas où ce sont des villes, des anciennes agglomérations, des anciennes villes importantes qui se dotent d'une parure romaine, mais dans tous les cas, les élites provinciales, c'est-à-dire les élites locales, les Gaulois quels qu'ils soient, ceux du sud ou du nord, ce sont eux qui façonnent le paysage dans lequel ils vivent, et ce sont eux donc qui impriment la marque de Rome dans leur territoire. Et pour cela, l'enceinte, la porte urbaine en dessous de laquelle on est obligé de passer, les dizaines et les dizaines de tours que l'on voit à des kilomètres quand on approche de la ville, c'est un dispositif qui est extrêmement efficace, très visuel, qui montre non seulement que le pouvoir central a confiance en vous, donc que vous êtes bien avec Rome, mais ça montre également les capacités économiques, la richesse de la ville et de ses habitants, qui a été capable de se doter d'une telle structure. Donc en Gaule du Sud, on a beaucoup de grandes villes qui sont dotées de remparts à la romaine. Arles, 36 hectares, Fréjus, 35 hectares, Nîmes, évidemment, 220 hectares, Orange, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Vienne, Valence, un peu plus tard Aix-en-Provence. Depuis peu de temps, on sait que Narbonne avait son rempart. On l'a enfin, les collègues ont enfin trouvé un tronçon du rempart. C'est agréable de pouvoir confirmer que dans la capitale de la province, on a un rempart précoce. Pas tardif en tout cas. Pour les provinces gauloises plus septentrionales, c'est-à-dire plus récemment conquises que celles du pourtour méditerranéen, là, beaucoup moins de villes sont dotées d'un rempart. En tout cas au 1er siècle. On a beaucoup de remparts d'époque tardive par contre, mais je ne rentre pas là-dedans. En lyonnaise, on a 2 cas d'époque augustéenne qui sont connus, Autun et Lyon. Vous avez au centre la porte qui a été découverte il y a quelques mois seulement à Lyon, au cimetière de la Loyasse. Donc on savait qu'il y avait une enceinte augustéenne, mais là on a découvert un élément important en découvrant enfin une de ces portes. Le cas de Chartres mériterait d'être interrogé, mais je passe à la Gaule belgique. En Belgique, aucune ville ne semble avoir été dotée d'un rempart au 1er siècle. Peut-être Reims, parce qu'à Reims, on a un fossé qui est creusé tout autour de la capitale des Rèmes. Mais à ce jour, à part ce fossé, on n'a pas trouvé de traces d'un mur bâti qu'on pourrait mettre en relation avec ce grand fossé d'époque augustéenne. Pour la Germanie inférieure, Trèves, la principale ville des Trévires, est un bon exemple. Vous connaissez peut-être la Porte Noire. Mais le rempart de Trèves n'arrive que dans la seconde moitié du IIe siècle, vers 170. Pour les Ubiens qui vivent dans la capitale à Cologne, c'est à la fin du 1er siècle que les Ubiens reçoivent un rempart de 96 hectares. À Tongres, c'est un rempart plus petit, mais qui arrive dans la deuxième moitié du IIe siècle. Plus au sud de la province, à Avenches, le chef-lieu des Helvètes, qui a d'abord été rattaché à la Belgique avant de passer en Germanie supérieure. Là, c'est à l'époque flavienne, donc dans les années 69-96, que la ville est dotée d'un rempart. C'est l'image que vous avez à droite de l'écran. Un très grand rempart, 230 hectares, donc comparable à Nîmes ou Autun. En Aquitaine, visiblement, dans l'état de nos connaissances, les principales villes d'Aquitaine sont restées des villes ouvertes durant tout le Haut Empire. Nîmes et Autun sont vraiment comparables, y compris dans les données numériques. 6 km de rempart pour à peu près 220 hectares de surface enclose. Et on est dans un rempart qui, en tout cas le projet, naît à la période augustéenne, même si la construction peut se développer sur plusieurs décennies. Donc pour Autun, on a presque une soixantaine de tours circulaires qui ponctuent un rempart en petit appareil, donc en opus vitatum, de moellons, et on a conservé pour partie 3 des 4 portes de la ville, la porte d'Arroux, la porte Saint-André et la tour de flanquement de la porte Saint-Andoche. Je
je pense que vous connaissez la situation nîmoise, sur laquelle je ne m'appesantis pas. À Nîmes, on a la chance d'avoir une inscription qui indique que le don par Auguste de l'enceinte à la colonie de Nîmes date des années 16-15 avant notre ère. Ce qui ne suffit pas à régler la question de la date de la construction de l'enceinte, mais qui quand même donne un repère intéressant. Les fouilles qui ont été menées par l'INRAP et par Richard Pelé, notamment du côté de Montory, la photo que vous avez ici, amène plutôt à situer la construction du rempart dans ce qu'on appelle l'époque augusto-tibérienne, jusqu'aux années 20 de notre ère. Donc, ce qui n'est pas tout à fait 16-15 avant notre ère, comme c'est indiqué sur la porte Auguste. Donc à Nîmes, on a toute une diversité de tours, contrairement à Autun où elles sont toutes identiques. Il y a plusieurs types de tours différents. On n'a pas tellement conservé de portes, mais on a conservé une porte principale qu'on connaît, la porte Auguste. Martial Monteil a découvert les fondations d'une porte tout à fait similaire qu'on appelle la porte du Cadéro Sud, mais qui n'est plus visible. Et puis on a cette petite porte, beaucoup moins monumentale que la porte Auguste, la porte de France, qui a été conservée. Évidemment, le point le plus haut du rempart, qui montre bien la continuité entre les fortifications proto-historiques, on va dire, et la fortification romanisée qui lui succède. Est-ce qu'on peut utiliser justement ces deux exemples, cette comparaison entre Nîmes et Autun pour tester l'idée d'une romanisation à deux vitesses entre le sud et le nord? C'est les documents que vous avez à l'écran, donc vous reconnaissez le plan de Poldo d'Albena, 1560, et ici, un peu plus tard, le temps que les lumières arrivent jusqu'à Autun, vous voyez que finalement le décalage n'est pas énorme, en 1581, en réalité le plan date de 1574, vous avez une vue cavalière de la ville, sur lequel vous avez l'urbanisme actuel d'époque moderne, mais aussi les antiques qui étaient visibles. Donc pour Nîmes, on reconnaît la tour Magne, avec des antiques dont la taille est grossie pour les mettre en valeur, parce que le but de ces représentations n'est pas d'être exact, mais de montrer ce qui est important. On voit le secteur de la Fontaine, et donc le Castellum n'est pas connu à l'époque, les arènes, évidemment, la maison carrée, la porte Auguste, à l'époque invisible et inconnue, parce qu'intégrée dans le château du roi, qui était installé là. Et la porte de France, non représentée, si je ne dis pas de bêtises, sur le dessin de Poldo. Donc voilà, quand on pense aux vestiges architecturaux gallo-romains, c'est évidemment ces images-là qui s'affichent dans la tête de tout le monde, voilà, y compris au nord de la France et à l'étranger. On associe évidemment le pont du Gard, puisque c'est l'aqueduc de Nîmes. Alors pour Autun qui prétend également, au même titre que Nîmes, être la Rome celtique, la Rome française, et François Ier est aussi allé à Autun, et voilà, il a aussi conféré ce titre. Autun prétend être la sœur et l'émule de Rome, hein, c'est écrit sur la mairie d'Autun depuis bien longtemps. Vous avez des portes urbaines dont j'ai parlé tout à l'heure, des mausolées à la sortie de la ville, qu'on appelle ça le temple de Pluton, mais c'est un tombeau. Le temple dit de Janus, le temple de la Jeune Toit, sur lequel on reviendra, la tour Saint-Andoche, la pierre de Couard, pyramide de Couard, qui elle aussi est un tombeau, qui se situe donc tout en haut, c'est-à-dire au sud, puisque le plan est renversé à la sortie de la ville. Mais dans les deux cas, à Nîmes comme à Autun, vous voyez que l'enveloppe de la ville que l'on voit, la grande enveloppe, c'est l'enceinte d'époque augustéenne ou augusto-tibérienne.
Ça reste le rempart antique qui reste le cadre, y compris à l'époque moderne, dans lequel on situe une ville qui s'est beaucoup rétractée. À cette époque-là, bien sûr, aujourd'hui, la ville est repartie à la conquête, y compris à Autun. Même si Autun est une toute petite ville aujourd'hui, 16 000 habitants, par rapport à Nîmes, alors qu'Auguste Dunum, Autun était sans doute la deuxième ville de Gaule lyonnaise après Lyon. Et donc voilà, je n'ai pas parlé du théâtre que vous voyez ici, l'un des plus grands théâtres de Gaule. Il se dispute avec Mandeur dans le Doubs, à quelques mètres près, tout dépend si on compte un bout de mur ou pas. Voilà. Il est très grand. À Autun, vous avez notamment ce vestige. Donc quand on dit qu'en Gaule romaine du Nord, rien n'est conservé, voilà, 24 mètres d'élévation, le temple dit de Janus, qui a été fouillé ces dernières années, donc dans le cadre d'un projet collectif de recherche. Un temple qu'on appelle un temple à plan centré. Dans le jargon des archéologues, on appelle ça un phanum, depuis une étude de Léon de Vély sur ce type de temple en Normandie en 1909. Donc quand un archéologue parle d'un phanum, il parle de ça, c'est-à-dire un temple à plan centré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la cella centrale, là où vous avez la statue divine, prend la forme d'une tour, et que cette cella est doublée par une galerie qui reproduit le plan de la cella. Donc là, dans l'exemple du temple de la Jeune-Toit, vous avez une cella qui est carrée, bordée par une galerie périphérique de plan carré. Ça permet d'ouvrir des fenêtres en haut de la tour et donc de donner de la lumière aux statues, de donner de la lumière aux dieux, puisque le temple est supposé être leur chambre. Il est normal qu'ils aient de la lumière. Alors évidemment, c'est un type de temple qui n'a rien à voir avec celui qui est plus proche de nous, la maison carrée de Nîmes, où là on a un temple qui est sur podium, avec un escalier axial donc, qui dessert cette entrée. Et là, il n'est pas du tout question d'une circulation sur tous les côtés de l'édifice, puisque cette colonnade feinte sur les 4 côtés de la maison carrée n'est pas réelle. Il n'y a que devant ce qu'on appelle le pronaos, que l'on peut stationner. Il n'est pas possible de tourner autour de la cella. Donc évidemment, la maison carrée est un temple romain. Personne n'en disconviendra. Le temple de la Jeune-Toit aussi, pas moins. Et c'est ce dont j'aimerais vous convaincre. D'autres exemples. Donc je sollicite des Nîmois pour m'aider, et notamment donc, le commandant Espérandieu qui a fouillé au sanctuaire d'Apollon Moritasgus à Alésia, un siècle après qu'Olivier de Casanova reprenne une opération sur les mêmes lieux. Et donc à la sortie, à la Croix Saint-Charles, ici, à la sortie de la ville d'Alésia, un sanctuaire donc découvert par Émile Espérandieu, avec un phanum octogonal, donc un temple à plan centré octogonal. Ici, c'est le mur de galerie périphérique. Ici, c'est le mur de cella vu de l'intérieur. Ce temple que vous avez ici. Parce que la cella carrée a une galerie carrée, mais la cella octogonale a une galerie octogonale, un hexagone dans un hexagone, un cercle dans un cercle. Tout est envisageable. Ce temple, qui était donc précédé d'une forme d'escalier monumental, même si on n'a pas un temple sur podium, était précédé d'un long portique que vous avez ici, de 75 mètres, qui fait que quand on arrivait au loin, donc on avait une espèce de paysage architectural qui annonçait l'arrivée dans la ville d'Alésia. Autre exemple, la tour de Vaisonne à Périgueux, où là cette fois c'est un cercle dans un cercle. Bon, il serait faux de dire que le temple octogonal d'Apollon Moritasgus, le temple de la Jeune-Toit à Autun ou la tour de Vaisonne à Périgueux sont des temples celtes, ou d'héritage celte, alors que la maison carrée serait clairement un temple romain. D'abord, je le redis, mais romain, ça ne veut rien dire.
Et les temples romains, c'est une hybridation complexe entre des modèles de temples grecs et puis des modèles de temples étrusco-italiques. Et la maison carrée, elle arrive au bout de tout ce processus. Ce n'est pas quelque chose qui est nativement né comme ça sur le Palatin avec Romulus. Et par ailleurs, les Celtes ne sont pas cantonnés qu'en Gaule du Nord, donc il est souhaitable d'arrêter de celtiser ces phanums, ces temples à plan centré, qui sont bien des temples d'époque romaine, utilisés par des gens qui vivent à l'époque romaine, à un moment où il y a un gouverneur romain dans la province et où les élites donc se romanisent, accèdent à la citoyenneté romaine, etc., etc., ont des pratiques religieuses romanisées. Il y a des phanums, des temples à plan centré, très au sud. Actuellement, Olivier de Casanove en fouille un dans l'Aude, du côté de Montferrand. Donc ces temples à plan centré, ce n'est pas réservé au Grand Nord, aux brumes de la Germanie ou de la Bretagne. Vous voyez, ça a l'air, ça a quand même l'air romain. Le site sur lequel je fouille en ce moment, du côté de Genainville, donc dans le Val d'Oise, se situe presque à la limite entre la Lyonnaise et la Gaule belgique, mais encore du côté de la Lyonnaise, alors même qu'on est au nord de la Seine, dans la cité d'un peuple qui s'appelle les Véliocas, qui avait leur capitale à Rouen, Rotomagus. C'est ce qu'on appelle une agglomération secondaire, c'est-à-dire que ce n'est pas une agglomération principale. C'est un vallon d'une vingtaine de mètres de profondeur, donc au milieu du Vexin français, qui a été découvert dans les années 1935, et dans lesquels on connaît donc notamment un temple type Phanum, un temple à plan centré, un sanctuaire, un théâtre, et puis des quartiers d'habitation. Donc ce dont je veux vous parler, c'est de ce temple-là, qui a la particularité d'avoir, vous le voyez, 2 Selae, donc 2 divinités, ce qui n'est pas si fréquent en Gaule. Donc voici la vue sur laquelle on a travaillé avec Jean-Claude Golvin. Je veux insister donc sur le caractère tout à fait romain de ce site et sur le fait que on a bien une architecture qui reprend tous les codes de l'architecture romaine, d'époque romaine. Par exemple, nos prédécesseurs qui ont fouillé donc dans les années 60 et 70 ont découvert en place des enduits peints qui imitent l'opus sectilé de marbre, donc une technique tout à fait classique que l'on trouve en Italie, comme en Gaule, comme dans d'autres provinces. Et d'autres éléments de parure sur lesquels je vais revenir. Des blocs de décor architectural, de décor lapidaire, avec des corniches qui surmontent des frises, qui surmontent des architraves, c'est-à-dire des entablements tout à fait classiques, des mots des natures, des perles et pirouettes, des astragales, enfin, tout ce que l'on peut trouver partout ailleurs dans le décor architectural romain, des scènes mythologiques. On est bien dans un monde romain, même si on n'a pas un temple du type canonique, type maison carrée ou type temple d'Auguste et de Livie à Vienne. On est bien dans un espace qui est complètement romanisé. Ça se voit également dans la statuaire qui a été livrée par le site. Vous avez là les fouilleurs du centre de recherche archéologique du Vexin français, donc équipe dirigée par Pierre-Henri Mittard, en train de mettre au jour ces éléments de statue qui avaient été jetés, enfouis volontairement à l'intérieur des bassins qui s'ouvrent sur le côté sud du temple. Donc vous avez ici une divinité allongée qui ressemble beaucoup à la nymphe de Septeuil que vous pouvez voir dans l'exposition Gaulois mais Romains. Et puis ici un groupe statuaire tout à fait important,
que le MAN n'a pas la chance de posséder, puisque c'est le musée d'archéologie départemental du Val d'Oise qui présente ces collections. Mais bon, nous sommes voisins du MAN. Pour ce qui est du théâtre, donc voilà, donc, sur lequel on a fouillé ces 6 dernières années au niveau du bâtiment de scène, bon, on reconnaît au premier coup d'œil un théâtre. Vous avez ici ce qu'on appelle l'airplane central qui correspond à l'orchestra ou peut-être à une arène. Alors, de quoi s'agit-il ? Bon, des théâtres grecs, vous avez une orchestra ici qui est circulaire et vous avez un bâtiment de scène qui est déconnecté de la conque formée par les gradins. Donc à Épidore ou à Delphes, c'est comme ça. À Délos, c'est la même chose. L'orchestra est bien circulaire et la scène est bien déconnectée. Ici, vous avez des couloirs qui permettent d'accéder, qui sont importants dans le théâtre grec. Quand vous avez ça, vous avez un théâtre grec canonique. Bon, théâtre canonique en Gaule, c'est le théâtre d'Orange, et qui ne ressemble pas du tout à ça, qui lui a une orchestra semi-circulaire strictement, et qui a un bâtiment de scène qui vient se lier et complètement fermer la conque formée par des gradins qui sont semi-circulaires et pas plus. Alors que vous avez vu, les gradins grecs excèdent le demi-cercle. Donc on a des théâtres grecs qu'on reconnaît, on a des théâtres romains canoniques qu'on reconnaît comme à Orange, et puis voilà, toute une série d'édifices de spectacle qu'on a ni à Orange, ni à Arles, ni à Nîmes, mais qu'on a dans les Gaules du Nord, et qu'on a été assez embarrassé quand il s'est agi de les nommer. Théâtre, amphithéâtre, édifice de spectacle gallo-romain. Alors oui, c'est ni vraiment une orchestra semi-circulaire, ni vraiment une arène complète, mais parfois si, les arènes de Lutèce, l'arène est complète. Par contre, les gradins ne forment pas une ellipse complète. Le théâtre amphithéâtre de Grand, que vous voyez ici, une arène complète, donc un peu du même type que les arènes de Lutèce, et puis Jouarre-Pontchartrain, Genainville, Drevant. C'est entre les deux. Il est clair que ces bâtiments sont tout à fait des bâtiments romains, parce que vous n'avez pas de théâtre et d'amphithéâtre antérieurs à la conquête romaine, donc, et chronologiquement, il n'y a pas de doute là-dessus. De même, si on regarde le décor donc associé au mur de scène qui a pu être mis au jour, soit par nos prédécesseurs, soit lors des fouilles récentes, c'est un décor tout à fait canonique, d'époque sévérienne, puisque c'est la date du décor donc la fin de la période antonine et le début de l'époque sévérienne. On est dans les années 180-200 de notre ère. Donc ces bâtiments tout à fait septentrionaux, avec des plans qui ne sont pas les plans canoniques que l'on observe en Gaule narbonnaise, ne sont pas moins romains que cela. C'est la raison pour laquelle il est préférable de parler des Gaules au pluriel, comme d'ailleurs le faisaient les anciens, Tres Galliae, pour les 3 Gaules, si on ne veut pas en rester à une vision simpliste, réductrice, et donc qui sera fausse la plupart du temps. Il faut éviter d'opposer une Gaule très romaine, très italienne au sud de la France à des territoires septentrionaux qui seraient restés plus celtes. Ça n'est pas le cas, en tout cas dans les exemples d'architecture publique et d'urbanisme que j'ai pu donner. Il faut être conscient qu'on compare ici des espaces différents et des chronologies différentes, ce qui explique une partie des différences, ce qui explique aussi tout simplement qu'il existe des spécificités locales. Et par ailleurs, c'est tout à fait la même situation que celle que l'on observe en Italie, où il y a une chronologie de la romanisation de l'Italie, et donc des différences locales fortes sur toute une typologie d'édifices architecturaux, par exemple. J'ai pas besoin de vous convaincre pour la Gaule du Sud, mais en Gaule du Nord, on a bien une romanisation réussie dans toute une série de cas, Trèves, Reims, Bavay, Bois-l'Abbé, Vieil-Évreux, Lutèce, Amiens, Metz. On pourrait vraiment multiplier les sites, même si dans l'imaginaire, ce ne sont pas ces villes-là que l'on citerait si l'on devait parler de la Gaule romaine.
On a bien des populations des élites gauloises qui ont accédé au Sénat très rapidement, dès le règne de l'empereur Claude. On a des cultes impériaux qui ont été très vivaces en Gaule, qui réunissaient des délégués des cités venus des 3 Gaules chaque année à Lyon. On a des espaces qui se sont très peu révoltés, même si on connaît les révoltes de Sacrovir en 21, de Civilis dans les années 69-70. Mais c'est des révoltes contenues, éphémères, et souvent portées par des citoyens romains, c'est-à-dire par des élites gauloises tout à fait romanisées. On a une vraie prospérité économique des villes et des campagnes. Les Gaules ne sont pas du tout des provinces septentrionales, y compris la Gaule-Belgique, même si ça paraît peut-être étonnant de dire ça ici. La Gaule-Belgique est une base arrière pour des nouvelles conquêtes encore plus septentrionales, la Bretagne d'une part, et puis les Germanies d'autre part. Donc il y a vraiment une relative unité des paysages méditerranéens de l'Empire romain, c'est certain. On retrouve, par exemple dans le décor architectural, c'est très visible. Mais il y a une vraie profondeur des différences entre ces différents espaces qui ne sont pas juste des nuances. Donc l'impression qu'on aurait des modèles architecturaux urbanistiques bien définis en Italie et qui s'étendent n'est vraiment qu'une apparence. Avec un regard plus attentif aux situations, on s'aperçoit qu'il y a une extrême diversité des adaptations et que ça ne gêne en rien le processus de romanisation. C'est-à-dire que cela fait partie du processus de romanisation, le fait que cette romanisation soit spécifique aux différents espaces où elle se déploie. Partout, on a une permanence des lois locales, partout on observe une permanence de divinité locale, même si les formes de pratiques religieuses peuvent évoluer et s'uniformiser. Donc, je ne veux pas, en disant cela, donner l'idée que Rome est omniprésente partout. Ça, c'est complètement faux. La présence de Rome est très inégale, y compris dans des provinces bien romanisées, comme la Gaule du Sud et les Gaules du Sud et du Nord. Loin des grandes villes, y a des sites qui ne livrent pas beaucoup de traces romaines. Beaucoup moins d'inscriptions, par exemple, dans les campagnes de Gaule du Nord ou de Bretagne ou de Germanie que dans les villes. Au fond, s'il n'y a pas d'expression pour dire vivre à la romaine ou romanité dans le monde antique, c'est sans doute parce que ça n'est pas une injonction, parce qu'il n'y a pas un modèle à développer. En réalité, par contre, en revanche, c'est une notion qui a un fort écho avec nos préoccupations contemporaines, ce qui explique notre attachement à ces notions et notre besoin d'utiliser ces notions de romanité ou de romanisation. Je vous remercie pour votre attention.